Joseph Walker est sur le point de réaliser un vol historique, mais il ne le sait pas encore. Il sourit à son pilote de chasse, qui lui fait le signe OK et ferme le cockpit de son compagnon d'acier, le tout dernier avion fusée non motorisé, le X-15. Il est placé sous l'aile d'un bombardier B-52. Il décolle et monte jusqu'à 45 000 pieds. Joseph est calme et enthousiaste, car il s'est préparé à ce moment toute sa vie. Il a une confiance totale dans son appareil aux ailes d'acier. Le bombardier largue le X-15, l'avion fusée s'allume et avec une poussée fantastique, Joe s'envole à toute vitesse vers le bord de l'espace. Il sait que son rêve de réaliser le tout premier vol suborbital en avion va bientôt se réaliser. Joe ajuste les commandes pour intensifier l'énergie de la fusée. Contrairement à la vue habituelle du ciel bleu depuis un avion, la magnifique forme incurvée de la planète Terre et son horizon noir sont un privilège visuel réservé à une poignée de chanceux. La réaction de Joseph Walker montre qu'il fait l'expérience de la pesanteur. Bienvenue dans l'espace. Le pilote déclare tranquillement « On l'a fait les gars ». Le nom de famille de Walker l'a toujours automatiquement propulsé vers l'action. Il lui suffisait d'aller de l'avant, de viser des objectifs plus élevés et de ne jamais s'arrêter. Lorsqu'il était adolescent, il aimait courir, les bras tendus sur les côtés. Il imaginait que ses jambes se soulevaient soudainement du sol et il se sentait voler, planant dans les airs, à la fois comme un homme et comme un avion. Quand il travaillait comme pilote d'essai, il avait l'habitude de survoler les lumières des villes au crépuscule. Elles s'assemblaient en mosaïque gigantesque en dessous et lui faisaient penser aux étoiles lointaines qu'il voulait atteindre. Son rêve de devenir astronaute et d'obtenir le fameux badge qu'il considérait comme un grand honneur est né à cette époque. En vue d'accomplir son rêve, Joseph a beaucoup étudié et a obtenu un diplôme en physique. Il a également acquis une grande expérience des essais dans les premiers avions de la série X et a effectué 27 vols dans des avions fusées après avoir rejoint la NACA à Dryden en 1951. NACA signifie National Advisory Committee for Aeronautics, soit le Comité consultatif national de l'aéronautique en français. Il combinait cette expérience avec celle d'un ingénieur compétent. Qu'est-ce qui pousse un pilote d'essai à risquer sa vie tous les jours ? Le courage, le devoir, la dévotion, la passion, un peu de tout ça en même temps. Joseph était un pilote d'essai talentueux et n'aurait échangé son poste pour rien au monde, mais il avait toujours visé plus haut. Il est donc devenu la personne idéale pour le programme de vol spatial X-15 lorsqu'il a été invité à en être le pilote en chef. Toute l'équipe, y compris les ingénieurs et les 12 pilotes d'essai, devait prouver qu'elle pouvait concevoir un avion capable de voler et de survivre à des vitesses hypersoniques. Avant, il n'y avait que des théories sur le vol hypersonique et des essais en soufflerie à petite échelle. C'est pourquoi le projet a soulevé beaucoup de questions telles que « Pourront-ils le prouver ? Parviendront-ils à concevoir un avion stable et manœuvrable à des vitesses hypersoniques ? Pourront-ils créer une structure qui survivra aux frictions extrêmes associées aux vitesses hypersoniques ? Et plus important encore, un pilote pourra-t-il survivre et s'adapter à de pareilles conditions ? Lorsque le X-15 se détache de l'aile du bombardier, il est d'abord en chute libre pendant plusieurs secondes. Et ce n'est qu'ensuite que les fusées peuvent être allumées. Il y avait un risque considérable de défaillance de ces fusées. L'équipe a également dû concevoir un avion qui serait contrôlable en dehors de l'atmosphère et qui pourrait réussir à rentrer dans celle-ci à grande vitesse et avec un angle abrupt. Si le X-15 prenait un mauvais angle, l'avion serait détruit. Alors, ont-ils pu prouver tout cela ? Déjouer régulièrement l'adversité est le vrai travail de tout pilote d'essai. Joseph connaissait l'anatomie de son compagnon ailé aussi bien que la sienne, car sa vie en dépendait. Le X-15 ressemblait à un gros réservoir de propergol avec un cockpit. Il mesurait 15 mètres de long, 6 mètres de large et 4 mètres de haut. Mais les réservoirs de propergol occupaient environ la moitié de ces 15 mètres. Le X-15 pesait 7000 kg sans son carburant et 15 000 avec, sachant qu'il était constitué d'oxygène liquide et d'ammoniac anhydride. Pour voler à la vitesse hypersonique de Mach 6, soit 6500 km/h, il faut avoir un avion capable de survivre à des températures aussi élevées que 650 degrés Celsius. C'est pourquoi le X-15 a été construit en acier Inconel X, un alliage nickel-acier très résistant. Seuls 3 modèles ont été construits. Le X-15 était de loin l'avion le plus rapide existant à l'époque.
Il pouvait voler à une vitesse pouvant atteindre 7 fois la vitesse du son, soit 7275 km/h. Joseph Walker pouvait voler jusqu'à la limite de l'espace et réatterrir en 12 minutes. L'avion était propulsé par un moteur à ergol liquide Reaction Motors XLR 99 qui délivrait une puissante poussée de 250 kN. Lors du premier vol du X-15 de Walker, il ne se doutait pas de la puissance des moteurs fusées et a été comprimé dans son siège en criant « Waouh !» L'énorme siège éjectable pesait 122 kg. Il avait 2 grands ailerons de stabilisation déployés après l'éjection et 2 grandes perches télescopiques qui s'étendaient pour stabiliser le siège. L'avion avait une aile conventionnelle, bien que petite, d'une envergure de seulement 7 mètres et d'une surface d'environ 18 mètres carrés. La queue de l'avion était inhabituelle, avec 2 surfaces horizontales inclinées et 2 surfaces verticales. Cette queue ressemblait à l'empenne d'une flèche. Elle servait le même objectif, à savoir maintenir l'avion stable et pointé dans la bonne direction. Les empennages verticaux supérieurs et inférieurs étaient assez grands et épais par rapport à ceux des avions conventionnels. Leur section transversale était en forme de biseau avec une arête prononcée à l'avant et une base émoussée à l'arrière. Cela apportait une stabilité supplémentaire et empêchait l'avion de se retourner à des vitesses extrêmement élevées. Le capteur de flux d'air situé sur le nez de l'avion déterminait la direction du flux et la pression dynamique. Ce capteur était appelé le ball nose. Il était actionné par un servomoteur pour s'aligner sur le flux d'air affectant le nez de l'avion. À partir de cela, les ingénieurs ont obtenu l'angle d'attaque, l'inclinaison du dérapage et la pression dynamique de l'air s'écoulant autour de l'avion. Le nez était refroidi à l'azote liquide pour éviter qu'il ne fonde pendant le vol à grande vitesse. Pour s'amuser, Walker aimait parier avec ses collègues pilotes d'essai quant à savoir qui serait le premier à faire décoller l'avion-fusée au-dessus de la ligne de Kármán, la limite internationalement acceptée de 100 km au-dessus du sol. Le 22 août 1963, pendant le vol 91, Joseph Walker a établi un record mondial de la plus haute altitude atteinte par un avion X-15 non motorisé avec 108 km. Le X-15 est hissé jusqu'au pylône de l'aile du B-52. Les treuils sont situés dans les zones d'entretien, du ravitaillement en carburant et d'accouplement du X-15. Toutes les vérifications avant le vol sont effectuées. Décollage. Le X-15 est le premier avion à utiliser une plateforme inertielle et un ordinateur. Les instruments barométriques standards sont quasiment inutiles. Joseph en a sur le tableau de bord, mais il ne les utilise que pendant l'atterrissage, car ils ne fonctionnent pas à haute altitude ou en dehors de l'atmosphère. Pendant une bonne partie du vol, il utilise les données inertielles pour le contrôle et le guidage. Lancement. Le X-15 s'éloigne du bombardier et entre en chute libre pendant plusieurs secondes. Puis les fusées commencent à brûler en 85 secondes, générant une puissance extrême. Joseph tire l'avion vers le haut à un angle abrupt pour commencer à former une longue parabole et sort de l'atmosphère. Il a une bonne visibilité puisque les fenêtres sont à côté de sa tête. Une chose très inhabituelle concernant la visibilité à travers les fenêtres du X-15 est que le pilote ne peut voir aucune partie de l'avion, ni le nez, ni les ailes, rien. En général, les pilotes utilisent le nez et les ailes d'un avion comme référence d'altitude. Dans le X-15, la seule référence pour Joseph est le cadre de la fenêtre, ce qui, en un sens, est très désorientant. Mais d'un autre côté, une telle vue panoramique est idéale pour profiter du spectacle, à savoir la frontière entre la Terre et l'espace. Joseph trouve que c'est très calme ici, comme nulle part ailleurs. Mission accomplie. Joseph effectue une parabole parfaite et rentre dans l'atmosphère avec succès. Le X-15 est comme un vieux coucou robuste qui grince et gémit lorsqu'il accélère au-delà de cette vitesse extrême. Mais tout tient en place et cela permet à Joseph Walker de rentrer chez lui. Il est prêt à entamer un vol plané pour atterrir depuis l'espace. Le X-15 possède quelques caractéristiques exceptionnelles qui améliorent considérablement la sécurité de l'atterrissage, notamment des aérofreins très efficaces qui sont essentiels dans un avion non motorisé pour ajuster l'énergie et s'assurer que le pilote revienne au sol en toute sécurité. Plus ils sont efficaces, plus le contrôle de la puissance est précis et plus l'atterrissage est propre. C'est difficile à imaginer, mais le pilote fait atterrir le X-15 seulement environ 11 minutes et 8 secondes après son lancement, après avoir parcouru une distance de 542 km.
Joseph Walker entre dans l'histoire en devenant le premier pilote d'essai à s'être rendu dans l'espace à bord d'un avion fusée à 2 reprises. Malgré tous les risques du programme X-15, les courageux pilotes d'essai ont repoussé les limites de leurs compétences et de leurs conditions physiques pour maîtriser une technologie expérimentale révolutionnaire. Le succès global du programme a aidé à développer celui de la navette spatiale et a ouvert la voie à la NASA pour aller sur la Lune quelques années plus tard. Joseph Walker a reçu de nombreuses récompenses et le badge d'astronaute tant convoité, mais seulement plusieurs années plus tard. On a fait confiance à Joseph pour piloter le Lunar Landing Research Vehicle, utilisé pour développer des techniques de pilotage et d'opération pour les alunissages. Et le célèbre cratère lunaire Walker a été nommé en son honneur. Autant l'admettre, les aéroports peuvent être assez ennuyeux. Mais ce qui est probablement le plus agaçant, c'est de devoir sortir l'ordinateur portable de votre sac à dos et de le mettre dans un bac séparé lors du contrôle de sécurité. Mais bien sûr, on ne nous ferait pas faire ces efforts supplémentaires s'il n'y avait pas une bonne raison à cela. Les ordinateurs portables sont denses et les rayons X ne peuvent pas très bien les pénétrer. Il serait donc facile d'y cacher quelque chose de dangereux. Si l'appareil est sorti et placé à part dans un bac séparé, il est plus facile pour les scanners de détecter quelque chose de dangereux. La plupart des avions sont blancs. Y a-t-il un avantage à choisir cette couleur particulière? Non, la peinture blanche ne rend pas l'avion plus léger. Elle ne permet pas non plus d'économiser sur la carlingue. Voici les véritables raisons de ce choix. Sécurité, efficacité et confort. Les premiers avions avaient une couleur métallique, mais le problème avec le métal est qu'il est sujet à la corrosion. Ainsi, le peindre est un excellent moyen de protéger un avion de cette dernière. Le blanc est favorisé pour plusieurs raisons. Premièrement, les avions volent haut au-dessus des nuages et sont exposés au soleil une grande partie du temps. Le blanc est la couleur qui absorbe le moins de chaleur et les avions blancs sont donc moins chauffés. De plus, la lumière du soleil fait pâlir la peinture. Un avion coloré verra sa peinture se dégrader très rapidement et nécessitera fréquemment un nouveau coup de pinceau. Et repeindre est coûteux. Par conséquent, peindre les avions en blanc est un choix plus durable. De plus, tout dommage est plus facilement repérable sur une surface blanche. C'est donc un point supplémentaire pour la couleur blanche. Nous embarquons toujours par le côté gauche de l'avion, chaque fois, sans exception. Pour une raison quelconque, le côté droit ne semble pas être une option. Eh bien oui, c'est fait exprès. Tout d'abord, le pilote se trouve généralement à gauche. De cette façon, il est plus facile pour lui d'aligner l'avion avec la passerelle d'embarquement du terminal. De plus, les avions sont ravitaillés en carburant et chargés de bagages du côté droit. Puisque les gens embarquent dans l'avion par la gauche, l'équipage peut faire son travail sans être dérangé et il n'y a pas de danger pour les passagers. La cohérence dans le choix d'un côté aide à faire fonctionner le tout plus efficacement. Comme tout le monde entre toujours par la gauche, toutes les passerelles d'embarquement sont conçues pour être fixées sur le côté gauche de l'avion. Si chaque avion avait la liberté de choisir son côté, cela créerait un désordre supplémentaire dans la logistique du processus d'atterrissage. Bien d'autres questions se posent encore. Par exemple, que signifie ce triangle noir dessiné au-dessus de l'un des hublots? Apparemment, il désigne le siège à partir duquel la vue sur l'aile de l'avion est la meilleure. Il est nécessaire pour l'équipage de retrouver l'endroit le plus rapidement possible, si, en cas d'urgence, ils doivent inspecter les moteurs, les volets ou les ailerons. Cette marque permet d'économiser beaucoup de temps. Ensuite, les rangées ne sont pas parfaitement alignées avec les hublots. C'est le business qui veut ça. À l'origine, tous les avions sont conçus avec des rangées et des fenêtres parfaitement alignées. Mais lorsqu'une compagnie aérienne achète un appareil, elle ajoute des sièges supplémentaires, les serrant plus près les uns des autres. De cette façon, ils ont plus de sièges, ce qui signifie plus de passagers, et ils peuvent donc vendre plus de billets. Mais vous obtenez moins d'espace pour vos jambes, et vous pourriez tout simplement ne pas avoir de hublot. De plus, tous les hublots ont des coins arrondis, et cela est fait pour des raisons de sécurité. On trouait autrefois des avions avec des fenêtres carrées, mais celles-ci provoquèrent des accidents, car ces vitres ne pouvaient pas résister aux pressions de haute altitude. À une altitude élevée, la pression atmosphérique extérieure est inférieure à la pression à l'intérieur de la cabine. Il y a donc une grande différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui génère une contrainte. Sans fenêtre, cette contrainte s'écoule en douceur à travers le matériau. Une fenêtre carrée devient un obstacle, et le flux de stress doit changer de direction. La pression s'accumule alors dans les coins, conduisant à des fissures, et en bout de compte, de telles fenêtres se brisent. Les fenêtres ovales permettent à la contrainte de circuler plus facilement sans trop les perturber et évitent son accumulation.
Ainsi, les hublots ovales sont plus sûrs. Le verre utilisé dans leur production est un verre acrylique étiré et il comporte 3 panneaux distincts. C'est une mesure de sécurité en CA de brèche. De cette façon, au moins un panneau est censé demeurer intact à tout moment. Avez-vous déjà remarqué ces petits trous dans les hublots? Ce trou minuscule se trouve en réalité uniquement dans le vitrage qui est au milieu. Sa tâche est de réguler la grande différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la cabine. De cette façon, le vitrage extérieur peut supporter la charge. Si celui-ci se brise, le vitrage du milieu, même s'il y a un trou dedans, sera capable de garder la vitre intacte. De plus, ce trou empêche les fenêtres de s'embuer. Maintenant, mettons que vous vouliez vous détendre et regarder un film. Heureusement, il y a une paire d'écouteurs, mais ils sont bizarres. Ils ont une prise à 2 broches. Non, ce n'est pas une sorte de technologie révolutionnaire. C'est une astuce ingénieuse pour prévenir le volume. Si vous ne pouvez les utiliser nulle part ailleurs que dans l'avion, personne n'aura envie de les voler. Et en dehors de l'avion, ils sont pratiquement inutiles. Ensuite, on nous apporte de la nourriture. Il y a des gens qui aiment la nourriture des avions et d'autres qui ne l'apprécient guère. Mais la plupart s'accorderont à dire que la nourriture a un goût différent une fois dans les airs. Il s'avère que c'est exact. La basse pression atmosphérique, le manque d'humidité et le bruit de fond que nous subissons en haute altitude altèrent le fonctionnement de nos papilles gustatives. Elles deviennent moins sensibles aux aliments sucrés et salés. Et les compagnies aériennes doivent donc utiliser davantage d'assaisonnement. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si quelqu'un ouvrait accidentellement la porte d'un avion? Cela ne se terminerait pas bien. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce serait très dangereux. Plus précisément, bien vite, il y aurait un manque d'oxygène dans la cabine. Mais heureusement, personne ne peut ouvrir cette porte par accident. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur rend presque impossible son ouverture. Il faudrait donc une force colossale pour l'ouvrir. Enfin, ces portes sont conçues pour s'ouvrir d'elles-mêmes en cas d'urgence. En parlant de sécurité, pendant le décollage et l'atterrissage, l'équipage réduit la lumière dans la cabine. Cela est fait pour une bonne raison. De cette façon, en cas d'urgence, vous verrez tout plus clairement. Vos yeux s'habitueront à l'obscurité et vous aurez plus de facilité à évacuer. À présent, parlons des pilotes. Ils portent toujours ces lunettes de soleil super cool. Mais le but n'est pas d'épater la galerie. Elles sont utilisées pour protéger les yeux. Tout au long de leur carrière, les pilotes doivent prendre soin de leur vue. Mais le problème est que ce n'est pas une tâche aisée lorsque vous êtes pilote. Le rayonnement solaire nocif que notre soleil émet est filtré par l'atmosphère terrestre. Donc la lumière du soleil n'est pas très dommageable pour vous si vous passez la plupart de votre temps sur la terre ferme. Mais c'est différent là-haut dans le ciel. Il y a moins d'air là-bas, et la luminosité est beaucoup plus élevée. Pour chaque 300 mètres d'altitude, le rayonnement solaire est environ 5% plus fort. En moyenne, les avions volent à une altitude de 10 700 mètres. Cela signifie que la quantité de rayonnement UV et I est 175% plus grande qu'au sol. C'est extrêmement dommageable pour la vue de quiconque. Le grand nombre d'heures que les pilotes passent dans les airs les rend donc vulnérables à différents problèmes oculaires. Et avoir des problèmes de vue peut coûter sa carrière à un pilote. Ainsi, il est crucial pour eux de porter des lunettes de soleil et celles-ci doivent être de la meilleure qualité. Elles devraient minimiser l'impact de la lumière du soleil et résister aux rayons UV, offrant une protection à 100% pour les yeux. De plus, elles ne peuvent pas être polarisées, car la polarisation est susceptible de perturber la perception des affichages dans le cockpit. Elles devraient offrir la meilleure clarté, réduire la fatigue oculaire et minimiser l'altération des couleurs, afin que les pilotes puissent voir en intérieur comme s'ils ne portaient pas de lunettes. Un certain volume a traversé un sale quart d'heure dans les airs en 1993, lorsque le pilote a accidentellement déployé les volets de l'avion, la partie située à l'avant de l'aile. Le temps était au beau fixe. Les passagers étaient riés, détendus. Tout le monde vaquait à ses occupations. Soudain, ils ont ressenti une secousse inattendue, et le pilote automatique s'est instantanément désenclenché. Le pilote a commencé à lutter pour reprendre les commandes. L'appareil est devenu instable, tanguant de manière spectaculaire, ce qui a entraîné une plongée rapide de 1500 mètres. Les vibrations ont plongé la cabine dans le plus grand chaos. Les passagers hurlaient de peur. Les volets ne sont censés être utilisés que lors des décollages et des atterrissages, et sûrement pas en plein volume. Il s'agissait du volume 583 de China Eastern Airlines.
en route de Shanghai vers Los Angeles en passant par le Pacifique. Le pilote a déclaré une urgence et a dirigé l'avion vers une base militaire d'Alaska. Parmi les 255 personnes à bord, 60 ont fini à l'hôpital. Et malheureusement, 2 d'entre elles n'ont pas survécu. Le pilote a effectué quelques manœuvres rapides pour stabiliser l'appareil. Mais la plupart des blessures sont survenues parce que les gens n'étaient pas attachés. On a estimé que les volets s'étaient déployés en raison de la conception des contrôles. C'était donc la faute du constructeur, qui les avait pensés de telle manière que le manche pouvait être accidentellement secoué en volume. Heureusement, l'équipage était bien formé, et l'avion n'était pas endommagé, à l'exception du désordre qui régnait dans la cabine. Les conséquences de cet incident ont cependant été coûteuses, et se sont chiffrées à environ 1,5 million de dollars. Lorsque l'avion a commencé à perdre de l'altitude, les compartiments à bagages se sont ouverts d'eux-mêmes, et les consignes de sécurité ont été rejouées 3 fois pour un effet des plus troublants. Une fois l'avion stabilisé, les hôtesses de l'air sont passées à l'action, prodiguant les premiers secours et laissant des kits de soins éparpillés dans les allées. Il s'est avéré que ce levier de commande mal conçu avait provoqué 11 incidents similaires auparavant. Le commandant l'avait probablement déplacé accidentellement en réglant la vitesse de l'appareil. Le manque de formation des pilotes sur les problèmes en haute altitude et le système avertisseur de décrochage n'ont fait qu'aggraver la situation. Si les passagers avaient pas gardé leur ceinture bouclée, les dommages auraient été bien moins graves, comme ce fut le cas dans de nombreux autres accidents. Vous connaissez probablement cette annonce faite en volume. Même lorsque le voyant de la ceinture de sécurité est éteint, attachez-vous tant que vous êtes assis. Les experts disent que c'est une bonne approche. Bien que voler soit relativement sûr, il est judicieux de garder sa ceinture attachée, car l'on peut toujours rencontrer des turbulences inattendues. Il s'agit de rester en sécurité pendant ces périodes agitées, surtout celles qui se produisent pendant les temps orageux. Sarah Nelson, la présidente de l'Association des personnels navigants, estime que ce voyant devrait être allumé pendant tout le voyage. Prévoir les turbulences est comme essayer de deviner le temps qu'il fera. Ce n'est jamais tout à fait précis, car les turbulences peuvent se produire n'importe où. Les avions sont toutefois robustes et ils peuvent résister aux plus violentes. Mais le véritable danger est d'être heurté pendant une turbulence et non que les avions se désintègrent en plein volume. Ils sont rares, mais des accidents se produisent encore de temps à autre. Au cours d'un épisode dramatique de 2016, un pilote a réalisé une manœuvre proprement héroïque, sauvant la vie de 439 personnes. Il se préparait à décoller depuis Shanghai, quand tout à coup, un autre avion est apparu sur la piste devant lui. Faisant preuve de réflexes fulgurants, le pilote a rapidement élevé son avion, évitant de justesse la catastrophe. Il a reçu 360 000 $ pour ce remarquable tour de force. Il n'a manqué l'autre avion que de moins de 20 mètres, soit environ la longueur d'un semi-remorque. On apprendrait par la suite que les contrôleurs aériens et l'équipe d'atterrissage s'étaient emmêlés les pinceaux. 2 contrôleurs y ont perdu leur travail, et 13 autres ont reçu un blâme. On a dit de cet incident qu'il n'était pas sans rappeler la collision de l'aéroport de Tenerife en 1977. À cette époque, 2 jumbo jets sont entrés en collision sur une piste brumeuse. Eux n'ont pas eu de chance, et l'incident a été un véritable carnage. Certains accidents dans l'histoire de l'aviation ont permis d'en éviter d'autres. À chaque crash, quelque chose d'essentiel doit être repensé. En 1956, 2 avions se sont percutés au-dessus du Grand Canyon, entraînant la perte tragique des 128 vies qui se trouvaient à bord. Cet accident a conduit à une amélioration du système de contrôle du trafic aérien, assorti d'un budget de 250 millions $. L'Agence fédérale de l'aviation américaine a également été fondée en 1958 pour assurer la sécurité aérienne. Puis, en 1986, un avion privé a accidentellement pénétré dans l'espace aérien de Los Angeles pour entrer en collision avec un autre avion. Cette tragédie a coûté la vie de 86 personnes, en réponse de quoi des systèmes d'évitement de collision ont été introduits. En 1978, le volume United 173 a fait face à un problème de train d'atterrissage. Il a conduit à un crash qui a coûté leur vie à 10 personnes. Cet incident a engendré une transformation dans la familiarisation au poste de pilotage, introduisant la gestion des ressources de l'équipage. Cette méthode de gestion s'éloignait de l'approche traditionnelle centrée sur le commandant de bord, pour mettre l'accent sur le travail d'équipe et la communication au sein du personnel de bord. Une autre amélioration a concerné la prévention des urgences en volume. En 1983, un incendie s'est déclenché dans les toilettes arrière du volume 797 d'Air Canada,
provoquant un accident qui coûterait 23 vies. La FAA a réagi en exigeant que des détecteurs de fumée et des extincteurs automatiques soient installés dans les toilettes des appareils. Après 1988, les avions ont été réaménagés avec des coussins ignifugés et un éclairage au sol, les plus récents adoptant même des matériaux résistants aux flammes. Les vents peuvent être dangereux selon certaines circonstances. Le crash du volume Delta, 191 en 1985, a attiré l'attention sur les dangers du cisaillement du vent. Les recherches conjointes de la NASA et de la FAA ont conduit au développement de systèmes d'alerte de cisaillement du vent à radar frontal. Au milieu des années 90, ceux-ci sont devenus la norme sur les avions de ligne. Le nombre d'accidents liés au cisaillement du vent a considérablement diminué depuis lors. En 1989, le volume 232 d'United Airlines a vécu un véritable cauchemar lorsqu'une panne du moteur du DC-10 l'a rendu pratiquement incontrôlable. Le pilote Alfred Haynes est parvenu à faire atterrir l'avion dans un aéroport proche, mais l'incendie qui a suivi était terrifiant. 185 passagers ont survécu à la catastrophe. La cause principale de l'incident était une fissure dans le disque du ventilateur, survenue lors de la fabrication de l'alliage de titane. Cet incident a poussé la FAA à modifier le système hydraulique, à mettre en œuvre des systèmes de sécurité redondants dans les futurs avions et à innover les protocoles d'inspection des moteurs. En 1988, une grande partie du fuselage d'un volume d'Aloha Airlines s'est déchirée en plein volume. En un instant, la cabine s'est retrouvée béante, laissant les passagers exposés au ciel ouvert. En dépit du chaos, les pilotes ont réussi un atterrissage en toute sécurité, avec une seule perte humaine. La sécurité des transports a découvert que la corrosion et les dommages dus à l'usure, qui s'étaient accumulés sur 89 000 cycles de volume, avaient causé cet accident. L'avion avait été utilisé pour des vols brefs et pressurisés entre les îles hawaïennes. Peu après, en 1991, l'agence a lancé le Programme national de recherche sur le vieillissement des avions. Celui-ci a renforcé les normes d'inspection et de maintenance, en particulier pour les avions à usage intensif et à cycle élevé. Environ 80% des incidents se produisent dans les 3 premières minutes qui suivent le décollage ou les 8 dernières minutes qui précèdent l'atterrissage. Restez vigilants pendant ces moments et vos chances de survie augmenteront. Ne vous laissez pas intimider par tout cela. Les chances réelles de se trouver dans un accident d'avion sont de l'ordre d'1 sur 11 millions. C'est la même probabilité que d'être frappé par la foudre au cours d'une année. D'autre part, les avions sont souvent frappés par la foudre. Ils sont conçus pour la supporter. Chaque avion est probablement touché environ une fois par an, ou toutes les 3000 heures qu'il passe dans le ciel. Mais il n'y a pas eu d'accident lié à la foudre depuis 1967. Les ingénieurs ont veillé à ce que lorsqu'un avion est touché, la foudre le traverse tout simplement et ressort sans vraiment impacter quoi que ce soit à l'intérieur. Plongeons maintenant dans la mécanique fascinante qui permet aux avions de rester dans les airs. Les ailes sont importantes, mais il n'y a pas qu'elles. 4 forces entrent en jeu: la portance, la poussée, la résistance au vent et le poids. Les extrémités recourbées des ailes sont appelées winglets et elles aident à réduire les tourbillons d'air, rendant l'avion plus stable et plus rapide. Il y a une raison pour laquelle les lumières s'assombrissent lorsqu'un avion atterrit de nuit. Cela prépare tout le monde à une évacuation rapide, aidant les yeux à s'adapter à l'obscurité si l'atterrissage se passe mal. Vous êtes dans une pièce lumineuse, remplie d'obstacles, et soudain, les lumières s'éteignent et on vous demande de vous précipiter vers la sortie. Ce n'est pas de la tarte. Les agents de bord vous demandent également de relever les stores pendant l'atterrissage. En cas d'urgence, ils souhaitent que vous puissiez voir ce qui se passe à l'extérieur et déterminer si un côté de l'avion est plus propice à une évacuation rapide. Si vous vous demandez quelle est la partie la plus sûre dans un avion de ligne, c'est à l'arrière. Selon une étude menée par Popular Mechanics, s'étendant de 1971 à 2005, être assis à l'arrière vous donnerait 40% de chances en plus de survivre à un accident. Tout aussi important, vous serez plus près des toilettes. Un avion sans aucun signe d'identification s'approche des côtes de l'Indonésie. La situation n'est pas des plus paisibles et l'opérateur de vol est inquiet. 2 avions de chasse décollent, prêts à abattre l'avion non identifié. Tout va se terminer en catastrophe quand soudain les pilotes remarquent un détail étrange. 1er décembre 1941. Avec son équipe, le capitaine du Boeing 314 Robert Ford se prépare pour un très long vol à bord d'un des plus grands avions du monde.
Le Boeing 314 Clipper California est un hydravion de grande capacité. Ne possédant pas de train d'atterrissage, il ne peut se poser que sur l'eau. Sa longueur est de 30,5 mètres et son envergure de 45,7 mètres. C'est plus grand qu'un immeuble de 6 étages. Et à bord de cet avion, il y a un restaurant, des zones de repos et même une chambre avec un lit. Malgré sa taille, le Clipper California peut voler pendant plus de 18 heures. Le capitaine Ford ne se doute pas de ce qui l'attend. Il monte dans l'avion. Le vol ira de San Francisco à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le premier arrêt est à Los Angeles. Il n'y a aucun problème à cela. L'arrêt suivant est à Pearl Harbor. Le vol se déroule bien. 7 décembre 1941. Cela fait 3 jours que l'avion a quitté Pearl Harbor. Il doit maintenant franchir la dernière étape de son voyage, le vol vers la Nouvelle-Zélande. Mais à ce moment, le capitaine Ford reçoit l'ordre de diriger l'avion vers la base alliée la plus proche. Le chemin du retour étant fermé, l'avion continue de voler vers la Nouvelle-Zélande. Après que le Clipper a atterri à l'aéroport d'Auckland, Ford reçoit un ordre qui lui semble impossible. Avec son équipe, ils doivent occulter tous les signes d'immatriculation et d'identification de l'avion et le ramener à l'aéroport de LaGuardia à New York. C'est-à-dire retraverser la planète. Cet itinéraire inédit est d'une longueur de 37 007 km. De toute l'histoire de l'aviation de cette époque, personne n'a déjà parcouru une telle distance. L'équipe ne possède ni carte, ni système de navigation moderne. Ils ne connaissent pas les terres qu'ils vont survoler, ils ne savent pas sur qui ils peuvent tomber en chemin, ni dans quels aéroports ils devront atterrir. Ils doivent entretenir et réparer l'avion eux-mêmes, s'occuper du carburant et tracer leur itinéraire. Et puis, ils n'ont presque pas d'argent. Immédiatement après avoir reçu l'ordre, l'équipe se rend à la bibliothèque d'Auckland. Ils étudient les atlas et les cartes afin de créer un plan de vol détaillé. Tout d'abord, ils doivent se rendre en Australie, puis voler vers l'Afrique en longeant la côte asiatique. Puis, ils doivent se rendre aux États-Unis. L'équipage repeint l'avion et se prépare au décollage. Avant le départ, un banquier ayant eu connaissance de leur situation leur donne 500 $. L'avion décolle. L'équipage n'a pas remarqué qu'ils ont oublié de repeindre le drapeau américain. Dans quelques jours, cela leur sauvera la vie. Avant d'arriver en Australie, ils s'envolent vers la Nouvelle-Calédonie pour évacuer un groupe de personnes. L'opération est réussie. En Australie, où l'équipe dépose les évacués, il leur faut faire le plein. Mais comme il n'y a pas de service de ravitaillement de Clipper à cet aéroport, l'équipe doit elle-même transporter 800 bidons d'essence. Et voici un détail important, le Boeing 314 n'utilise pas un carburant conventionnel. Il doit être rempli d'une essence d'aviation à indice d'octane élevé. Tôt le matin, le Clipper décolle et se dirige vers l'Indonésie. Le vol se déroule bien, ils approchent de l'aéroport. Pendant ce temps, le capitaine de la base où le Clipper est censé atterrir remarque un avion non identifié. Il ne sait pas par qui il est piloté ni d'où il vient. Personne ne l'a prévenu. Il s'agit peut-être d'un avion ennemi. 2 avions de chasse décollent. Ils s'approchent du Clipper et ne voient aucune immatriculation sur son fuselage. Les pilotes sont sur le point d'attaquer, mais à ce moment, ils remarquent un drapeau américain. Si Robert Ford n'avait pas oublié de le recouvrir, tout se serait mal terminé pour lui et son équipage. Les chasseurs autorisent l'atterrissage. Le Clipper se pose sur l'eau. Un bateau vient à la rencontre de l'équipage, mais s'arrête soudain. Il s'avère que l'avion a atterri sur une zone couverte de mines marines, et le bateau n'ose pas s'en approcher. Le Clipper se dirige vers le port en évitant miraculeusement le contact avec les mines. Robert Ford et son équipage sont bien accueillis. Ils vont vite se reposer avant de reprendre la route. Mais un gros problème se présente alors. L'avion est à court de carburant et à la base navale, il n'y a que de l'essence ordinaire pour voiture. Personne ne sait si le moteur de l'avion pourra repartir. Il pourrait prendre feu ou simplement ne pas fonctionner, mais ils n'ont pas le choix. Ils remplissent les réservoirs avec le carburant ordinaire. Le capitaine décide de décoller en utilisant les restes du carburant d'aviation et pendant le vol, il passe au réservoir contenant l'essence ordinaire. Le moteur de l'avion se met à faire un bruit anormal. Mais au bout d'un petit moment, cela se calme. Le vol continue. Pendant 19 heures, ils volent avec ce carburant dangereux. Leur prochain arrêt est Ceylan. Le ciel est couvert de nuages. Le pilote, ne voyant ni la côte ni l'aéroport, décide de faire descendre l'avion au-dessous des nuages. Ils volent maintenant à une altitude de 90 mètres au-dessus de la surface de la mer et remarquent une énorme baleine. L'avion s'approche et ce n'est pas une baleine, c'est un navire ennemi. Le Clipper commence à reprendre de l'altitude pour se cacher dans les nuages. Finalement, il se trouve à nouveau enveloppé de voile blanc. Ils entendent des explosions et des détonations tout autour de l'appareil. Le Clipper vole avec une visibilité nulle pendant 60 minutes.
Enfin, les nuages se dissipent et ils aperçoivent le port de Ceylan. L'équipe fait une courte escale et poursuit son voyage. Dès que l'avion décolle, l'un des moteurs explose. Heureusement, ils n'ont pas eu le temps de trop s'éloigner du port. Ils peuvent donc faire atterrir l'avion et réparer le moteur. Le Clipper poursuit sa mission. Robert Ford et son équipage volent principalement au-dessus des terres. C'est très risqué étant donné que l'avion n'a pas de train d'atterrissage et qu'il ne peut donc pas se poser sur une surface solide. Enfin, ils arrivent au Congo. L'équipage y passe un moment agréable, reprend des forces, se repose et surtout, obtient de l'essence d'aviation à haut indice d'octane. Tout va pour le mieux, mais une autre épreuve les attend. Maintenant, nos aviateurs vont devoir franchir la plus longue étape de leur voyage. Leur prochain arrêt est une ville portuaire du Brésil et la distance qui les en sépare est de 5632 km à travers l'océan. La distance de vol maximale du Boeing 314 est de 5900 km. Toute déviation de la trajectoire ou des vents contraires trop forts pourrait empêcher l'avion d'atteindre sa destination. Inquiet, l'équipage fait le plein et charge du carburant supplémentaire dans l'avion. Il quitte le Congo en décollant d'un bras étroit de son fleuve. Mais le pilote remarque une chute d'eau à quelques kilomètres devant eux. L'avion doit de toute urgence prendre de l'altitude, mais il n'y arrive pas. La trop grande quantité de carburant supplémentaire empêche le Clipper de s'élever. La chute d'eau se rapproche. À la dernière seconde, l'avion parvient à s'élever à la hauteur voulue. Mais même après la chute d'eau, le Boeing n'est toujours pas assez haut. Il plane juste au-dessus des falaises côtières. Une légère inclinaison pourrait entraîner l'accident. Heureusement, ils parviennent à passer sains et saufs. L'avion s'élève jusqu'à la bonne altitude. Pendant le vol du Congo au Brésil, l'équipage a battu un nouveau record. Ils ont volé pendant 23 heures et 35 minutes. Fatigués, ils atterrissent enfin dans la ville de Natal où ils sont attendus. Cependant, ce répit ne dure pas longtemps. 2 heures plus tard, ils décollent à nouveau pour rejoindre leur destination suivante, une base aérienne au Panama. 6 janvier 1942, 5h54 du matin. Le déjà légendaire Boeing 314 s'approche de LaGuardia à New York. L'équipage est impatient de terminer son voyage. Ils contactent la tour de contrôle et on leur dit qu'ils ne pourront atterrir qu'après 7 heures du matin, car l'aérogare ne commence à fonctionner qu'à cette heure-là. Pendant 1 heure, Robert Ford et son équipe tournent donc en rond dans le ciel. Il s'agissait probablement de l'heure la plus longue de toute leur vie. Finalement, leur mission est terminée. Le Boeing 314 devient le premier avion de ligne à effectuer un voyage presque tout autour du monde. Ce long voyage a duré plus d'1 mois. L'avion aura passé 209 heures ou 8 jours dans les airs et il aura parcouru plus de 48 270 km et effectué 18 atterrissages. As-tu déjà regardé un film hollywoodien bourré d'action, où un avion se retrouve percé sur le côté, et où tout le monde commence à paniquer? Les objets volent dans tous les sens, et les gens ont bien du mal à rester dans leur siège. Dans la vraie vie, un petit trou dans la carlingue de l'avion ne va pas provoquer un tel drame. Cependant, on a une histoire incroyable à te raconter. Celle d'un pilote qui a réussi à faire atterrir un avion dont la moitié du toit avait disparu. Peux-tu seulement le croire ? N'oublie pas d'attacher ta ceinture de sécurité, car ce voyage va être très mouvementé. Le 28 avril 1988, un Boeing 737 appartenant à Aloha Airlines a décollé de l'aéroport international de Hilo à destination d'Honolulu. Avant ce volume, l'avion avait déjà effectué 3 courts trajets entre Honolulu, Hilo, Maui et Kauai. Ce jour-là, tout semblait calme et le temps était au beau fixe. Le voyage s'annonçait sans encombre. Le commandant de bord était un certain Robert Schornsteimer et sa copilote Madeleine Tompkins. Tous deux étaient des pilotes aguerris, avec plusieurs milliers d'heures de volume sur Boeing 737 à leur actif. Tôt ce matin-là, avant de décoller d'Honolulu, Madeleine a procédé à l'inspection préalable habituelle et a déclaré que tout était en ordre. À 11h, ils ont décollé d'Honolulu en direction de Maui, puis ont mis le cap sur Hilo. Arrivés sur cette île, ils n'ont pas quitté leur cockpit et n'ont pas non plus inspecté l'avion de l'extérieur. Ce n'était pas une obligation, alors pourquoi s'en préoccuper ? À 13h25, l'avion a décollé pour la dernière étape de son trajet aller-retour, avec 95 personnes à son bord, 89 passagers, 2 pilotes, 3 hôtesses de l'air et un contrôleur aérien de la FAA qui occupait le siège d'observation dans le cockpit. L'avion avait décollé normalement et atteint son altitude de croisière de 7300 mètres sans encombre. Mais à 40 km de Kaului, les choses se sont totalement emballées. Les pilotes ont entendu un bruit sourd, suivi d'un craquement,
puis d'une rafale de vent si forte qu'elle en était assourdissante. Il s'avère qu'une petite partie du toit du côté gauche s'était détachée, provoquant une décompression explosive de l'avion. Et pour ne rien arranger, celle-ci a provoqué une réaction en chaîne qui a entraîné l'arrachement d'une grande partie du toit de l'appareil. Cette partie manquante mesurait 5 à 6 mètres de long et faisait partie intégrante de la carlingue qui recouvrait l'avion depuis le cockpit jusqu'à l'avant de l'aile. Les pilotes n'avaient pas la moindre idée de ce qui se passait lorsque la catastrophe s'est produite. Le copilote, qui contrôlait l'avion à ce moment-là, a soudain senti sa tête basculer en arrière. Puis il a vu un tas d'isolants gris et de débris voler autour du cockpit comme s'il s'était agi d'une tornade. Pendant ce temps, le commandant de bord a jeté un coup d'œil autour de lui et a été stupéfait de voir que la porte même du cockpit était introuvable et qu'au lieu du plafond de la première classe, il regardait directement le ciel. L'avion a commencé à basculer d'un côté à l'autre, ce qui a rendu difficile le contrôle de l'appareil. L'équipage dans le cockpit a rapidement enfilé ses masques à oxygène et le commandant de bord a pris les commandes de l'avion. Il a alors entamé une descente d'urgence vers l'aéroport le plus proche, qui se trouvait sur l'île de Maui. Heureusement, tous les passagers étaient assis et la plupart d'entre eux avaient bouclé leur ceinture de sécurité, car le voyant lumineux n'avait pas été éteint. Malheureusement, les 3 hôtesses de l'air ont été prises au dépourvu. L'une d'entre elles se trouvait près de l'embrasure et a été éjectée hors de l'avion. Les 2 autres ont été projetées au sol. L'une d'entre elles s'est cognée la tête et a perdu connaissance. La 3e hôtesse s'est immédiatement appliquée à aider les passagers et à les calmer. Dans le même temps, les pilotes tentaient désespérément de faire savoir au centre de contrôle aérien qu'ils étaient en difficulté. Mais il leur était extrêmement difficile de communiquer, en raison du bruit et des masques à oxygène auxquels ils étaient astreints. Il leur a fallu recourir au langage des signes pour se comprendre entre eux. De plus, ils n'étaient pas sûrs que leur message soit entendu par la tour de contrôle. Les commandes de l'avion ne répondèrent pas correctement, ce qui rendait la tâche du commandant de bord d'autant plus ardue. La copilote faisait de son mieux pour seconder le commandant de bord et communiquer avec l'aéroport. Ce n'est qu'après que l'avion soit descendu à une altitude de 4200 mètres que la tour de contrôle a finalement reçu leur appel de détresse et a immédiatement commencé à prendre les dispositions nécessaires à un atterrissage d'urgence. Le contrôle aérien n'était cependant pas préparé à une telle situation. En vérité, il leur a même fallu appeler le 911, comme le ferait n'importe quel membre du public en cas d'urgence. Le problème était que le contrôleur n'avait pas du tout cerné la gravité de la situation et n'avait pas non plus réalisé que les passagers et les membres de l'équipage auraient besoin d'assistance médicale. En effet, l'équipage n'avait signalé qu'une décompression rapide et n'avait pas expliqué la situation plus en détail. L'avion se trouvait en très mauvais état, mais le commandant de bord faisait tout, ce qui était en son pouvoir pour le faire atterrir en toute sécurité. Alors que l'appareil descendait vers l'aéroport, le commandant de bord a demandé au copilote de sortir le train d'atterrissage. Mais le voyant lumineux a refusé de s'allumer. L'avion a également connu une avarie avec son moteur gauche, qui est tombé en panne alors qu'il approchait de la piste. Malgré tous ces problèmes, le commandant de bord a activé l'inversion de poussée du moteur encore en état de marche pour tenter de faire atterrir l'engin. La tâche était aussi difficile que dangereuse, mais ils ont finalement réussi à poser l'avion en toute sécurité sur la piste. Les passagers et les membres d'équipage ont ensuite été évacués de l'avion. C'était un miracle que tout le monde ait survécu, mais 65 personnes ont toutefois été blessées par les débris et autres morceaux de carcasse qui volèrent autour d'elles. Hélas, le personnel au sol n'était pas du tout conscient de la gravité de cette situation et ne disposait pas de ressources suffisantes pour fournir une assistance médicale d'urgence aux passagers blessés. La première ambulance est arrivée 7 minutes après l'atterrissage de l'avion, ce qui n'était pas un scénario idéal. De plus, il n'y avait que 2 ambulances sur toute l'île, ce qui ne permettait pas d'accueillir tous les blessés. C'est pourquoi les passagers ont été transportés à l'hôpital dans des autocars de tourisme. Heureusement, 2 chauffeurs, anciens ambulanciers, ont pu prodiguer les premiers soins aux blessés sur la piste d'atterrissage. Pendant ce temps, les mécaniciens et le personnel de bureau de l'aéroport ont conduit les cars jusqu'à l'hôpital, situé à 5 km de là. Malgré ces circonstances chaotiques et éprouvantes, seules 8 personnes ont été gravement blessées et se sont complètement rétablies par la suite. L'avion était en très mauvais état, et il n'était pas étonnant qu'il n'ait pas pu supporter le stress de cet incident de dépressurisation.
Bien que son âge ne soit pas mis en cause, il avait essuyé de nombreux décollages et atterrissages qui avaient remis à mal son intégrité. L'environnement salin et humide dans lequel il évoluait n'avait fait qu'aggraver les dégâts. Les avions sont conçus pour supporter un certain nombre de cycles de volume, et celui-ci avait largement dépassé ce seuil. La majorité de ces vols étaient des vols intérieurs de courte durée, ce qui signifiait qu'il devait décoller et atterrir bien plus souvent que la moyenne. C'est ce qui avait conduit à l'arrachement du toit pendant le volume. Le mauvais état de l'avion l'ayant rendu irréparable, il a donc fallu le démanteler sur place, à l'aéroport. Ce qui est troublant, c'est que dans une interview réalisée après l'accident, une passagère s'est rappelée avoir remarqué une fissure dans le fuselage de l'avion alors qu'elle était sur le point d'embarquer. Elle n'en a pas parlé à l'équipage parce qu'elle pensait que cela n'en valait pas la peine. Et l'équipage n'a donc pas pensé à s'en assurer. Il est important de rappeler que ce type d'accident est très rare de nos jours. Les grandes compagnies aériennes et les aéroports prennent de nombreuses mesures afin de garantir cette sécurité. Et, selon l'université de Harvard, le risque d'être victime d'un accident d'avion serait d'environ 1 sur 1,2 million. C'est un pourcentage infime, et je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je trouve cela plutôt réconfortant. Et même si quelque chose se produisait, par exemple si le toit de l'avion se détachait, il est rassurant de savoir que les pilotes sont formés pour gérer de telles situations d'urgence et qu'ils peuvent toujours faire atterrir l'avion en toute sécurité. Lorsqu'il fait trop froid dehors, les avions sont souvent retardés ou, dans des cas extrêmes, carrément annulés. Tout d'abord, s'il neige abondamment, cela réduit considérablement la visibilité, ce qui rend le roulage et le décollage dangereux. Pendant un blizzard, le contrôle aérien peut ordonner à l'avion de rester au sol et d'attendre que la tempête se calme. La glace sur la piste est un autre problème. Le train d'atterrissage d'un avion n'a rien à voir avec les roues d'une voiture, et il ne peut pas être équipé de crampons pour éviter qu'il ne dérape. Et même si c'était possible, un avion doit développer une vitesse au sol bien plus élevée qu'une voiture pour décoller avec succès. Si la piste est verglacée, l'avion peut facilement glisser. Cela s'est d'ailleurs déjà produit dans l'histoire. En janvier 2014, l'aéroport JFK de New York a été fermé après qu'un avion a dérapé de la piste et s'est retrouvé dans la neige. Heureusement, personne n'a été blessé, mais le personnel de l'aéroport a dû extraire l'avion de la neige et même la police s'est jointe aux efforts. Même histoire pour l'atterrissage, qui est encore plus délicat dans des conditions de gel, car un avion se trouve dans un environnement beaucoup moins contrôlé et voyage à des vitesses encore plus grandes. De plus, alors qu'un avion sur le point de décoller et qui dérape finira probablement par s'immobiliser dans une zone ouverte, celui qui est sur le point d'atterrir pourrait finir par s'écraser sur les infrastructures de l'aéroport. Inutile de dire que c'est beaucoup plus dangereux pour tout le monde. Des conditions météo froides peuvent aussi provoquer la formation de givre et de plaques de glace sur l'avion lui-même. Les avions sont soigneusement conçus et toute altération de leur structure peut causer d'énormes problèmes. Comme le disent les pilotes expérimentés, même une fine croûte de glace sur les ailes d'un avion peut perturber leur conception délicate et détruire la portance. Les avions peuvent cependant être dégivrés. Le personnel de l'aéroport les asperge généralement d'une solution spéciale qui empêche la glace de s'accumuler sur la surface de l'engin. Mais revenons à la piste. Si elle est couverte de glace, tu ne peux pas faire grand-chose. À moins que le soleil ne brille, les chances d'enlever la glace de la chaussée en toute sécurité sont presque nulles. Il y a aussi le risque d'endommager la piste, de faire des nids de poules, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité pour le décollage et l'atterrissage. Imagine que tu passes sur un nid de poule en voiture à pleine vitesse. C'est plutôt désagréable. Et maintenant, multiplie ça par 1000, car un avion est beaucoup plus lourd qu'une voiture. Et n'oublie pas que le train d'atterrissage n'est pas aussi maniable qu'une roue. Le kérosène et le système de pompage peuvent aussi geler si la température est trop basse. Le carburant gèle à moins 40 degrés Celsius, mais cela ne peut se produire qu'au vol avant le décollage. À une altitude de croisière, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 57 degrés Celsius. Mais comme le liquide est à l'intérieur de l'avion et qu'il se consume régulièrement, il y fait beaucoup plus chaud. Au sol, cependant, rien n'empêche le carburant de se transformer en glace. Si cela se produit, aucun décollage n'est possible, évidemment. Il en va de même pour le système de pompage. Même si le carburant est encore liquide, la pompe peut se couvrir de glace et cesser tout simplement de délivrer le carburant dans les réservoirs de l'avion. Dans le pire des cas, elle peut même tomber en panne, ce qui entraîne des réparations importantes et des retards prolongés.
Enfin, les équipes au sol doivent faire un gros travail avant le décollage ou l'atterrissage, et ces personnes ne peuvent pas supporter le froid glacial trop longtemps. Ce problème est souvent résolu par le tag teaming. Un groupe de travailleurs part sur le terrain pour faire le travail, tandis que l'autre les attend dans un abri. Au bout d'une vingtaine de minutes, le premier groupe revient se réchauffer et le second reprend le travail là où le premier l'a laissé. Bien que cette méthode soit efficace, elle ralentit quand même beaucoup les opérations, ce qui peut aussi causer des retards. Mais malgré tous les problèmes que le temps glacial peut causer, il est en fait plus bénéfique pour un avion que la chaleur extrême. L'air froid est plus dense que l'air chaud, donc les avions gagnent plus de portance et restent plus sûrs dans les airs. Ils sont aussi plus faciles à contrôler en vol. Les molécules d'air sont plus lentes et plus proches les unes des autres, ce qui crée un flux d'air régulier autour des ailes et du cockpit. À haute altitude, l'air devient naturellement plus fin car les molécules d'air se dispersent et se font plus rares. C'est exactement la raison pour laquelle les avions ne peuvent pas atteindre les couches supérieures de l'atmosphère. Il n'y a tout simplement pas assez d'air pour créer une portance suffisante. La même chose se produit lorsqu'il fait trop chaud au sol. Les molécules d'air deviennent plus rapides et se dispersent, ce qui signifie que les ailes de l'avion n'ont pas autant d'air à pousser pour voler. Pour décoller dans une chaleur extrême, un avion doit se déplacer beaucoup plus rapidement pour générer suffisamment de résistance à l'air et de portance. Mais pour se déplacer plus rapidement, il a besoin que ses moteurs fonctionnent mieux et c'est également impossible lorsqu'il fait trop chaud. Lorsque l'air devient plus fin, la quantité d'oxygène diminue aussi. Et les moteurs à réaction utilisent l'oxygène de l'atmosphère pour la combustion. Lorsqu'ils manquent de cet élément crucial, ils ne peuvent pas convertir suffisamment d'énergie en poussée, ce qui signifie une accélération plus lente et un rendement énergétique globalement moins bon. Le problème est donc que l'avion doit avoir une plus grande distance de piste pour accumuler suffisamment de vitesse et de portance pour décoller. Mais il ne peut pas le faire parce que ses moteurs ne fonctionnent pas au mieux de leur capacité. Cela ne cause généralement pas de problème, mais seulement jusqu'à un certain point. Lorsque la température au niveau du sol atteint environ 49 degrés Celsius, certains vols peuvent être annulés, car il est tout simplement dangereux pour eux d'essayer de décoller. D'autres avions sont plus résistants à la chaleur et plus puissants, mais cela dépend aussi du degré de chaleur. Certains avions doivent même réduire leur poids en retirant une partie de leur carburant, de leur cargaison ou même de leurs passagers lorsqu'il fait trop chaud. Une charge plus légère signifie une meilleure accélération avant le décollage et permet d'éviter les annulations. Mais cela signifie aussi que les avions ne fonctionnent pas au maximum de leur capacité. L'altitude de croisière moyenne d'un avion est d'environ 35 000 pieds, soit presque 10 700 mètres. Techniquement, ils n'ont pas besoin de voler aussi haut, mais cette altitude donne la meilleure vitesse et la meilleure efficacité. L'air devient plus fin à haute altitude, ce qui signifie moins de résistance au vent, mais moins de portance. Pour la plupart des avions commerciaux, la zone entre 30 000 et 40 000 pieds est la fourchette idéale dans laquelle les deux facteurs s'équilibrent. Tu n'utilises probablement pas un ordinateur portable datant de 1999 et ton ordinateur ne vole pas à une vitesse proche de celle du son. Heureusement, les avions ont une durée de vie beaucoup plus longue que les ordinateurs. Il y a des avions de ligne du début des années 70 qui sont encore en parfait état. Ils ne sont peut-être pas à la pointe en termes de vitesse et d'efficacité énergétique, mais les vieux avions ne sont pas moins sûrs que leurs homologues modernes. Les contrails, ces traînées blanches que les avions laissent souvent derrière eux à haute altitude, sont facilement confondus avec les gaz d'échappement des moteurs, mais la plupart ne sont rien d'autre que de la vapeur d'eau. Pendant un vol, l'humidité de l'air s'accumule dans les moteurs avant d'être évacuée avec les gaz d'échappement. L'air chaud et humide qui sort des moteurs se mélange à l'air frais et sec que l'on trouve à haute altitude, ce qui donne lieu à de longues et fines lignes de vapeur. L'humidité détermine quand les traînées de condensation se forment et combien de temps elles restent visibles. Tu as déjà remarqué ces chiffres au bout de la piste d'atterrissage ? Ils servent en fait à montrer au pilote dans quelle direction l'avion est orienté. Par exemple, le chiffre 36 correspond à un cap de 360 degrés ou plein nord. En plus des chiffres, les lettres R et L indiquent si la piste la plus proche est à droite ou à gauche. Les lumières au bout des ailes d'un avion sont appelées feux de position ou feux de navigation, et elles sont utilisées pendant les périodes de visibilité réduite. Elles permettent de voir les avions dans l'obscurité et peuvent aussi indiquer au pilote la direction dans laquelle l'avion se déplace. Le feu rouge marque l'extrémité de l'aile gauche, tandis que le feu vert se trouve à droite. La troisième lumière est blanche et se trouve sur ou près de la queue. Il peut sembler étrange que le personnel navigant se soucie de savoir si les stores des hublots sont relevés ou baissés, mais la raison principale est que les yeux des passagers peuvent s'adapter à la lumière extérieure.
La plupart du temps, il s'agit simplement de faire monter et descendre les gens rapidement, mais en cas d'urgence, la dernière chose qu'ils veulent, c'est que les gens s'arrêtent pour adapter leur vue avant d'évacuer l'avion.